Bienvenue à ce survol historique de la vie franco-américaine. Cette présentation s'étend sur 3 capsules vidéo, donc je vous invite à consulter celles qui suivront. Avant de procéder, je devrais mentionner que je suis historien avec plusieurs publications dans ce domaine, dont des articles à caractère scientifique ainsi qu'un livre intitulé Tout nous serait possible, une histoire politique des Franco-Américains de 1874 à 1945. Vous pouvez aussi consulter mon blog querythepast.com. Pendant longtemps, l'histoire franco-américaine a été axée sur les usines de textiles et l'Église catholique en Nouvelle-Angleterre. Et ce n'est pas par hasard. Mais je souhaite étendre quelque peu nos horizons en discutant des régions rurales, de l'État de New York, de la rencontre entre la culture canadienne-française et le mainstream américain, et d'autres dimensions de cette fascinante histoire. Remarquons que cette saga ne débute pas avec la construction de filatures en périphérie de Boston, ou encore avec la fondation de paroisses nationales. Et la vie franco survit à la désindustrialisation et la fermeture des églises. En fait, il faut retourner jusqu'à la fondation des États-Unis pour situer les racines d'une vie canadienne-française en sol américain. Nous le savons, en 1775 et 76, les forces révolutionnaires des 13 colonies tentent d'arracher la vieille province de Québec à la Grande-Bretagne. Et, sous le commandement de Richard Montgomery et de Benedict Arnold, ils réussissent presque. Mais Québec résiste au siège et au printemps 1776, c'est la déroute. La reconquête par les Britanniques est rapidement accomplie et des centaines d'hommes qui s'étaient joints aux révolutionnaires n'ont d'autre choix que de quitter la colonie. On ne doit s'en surprendre. Comme on le voit ici, entre 10 et 15 % des hommes adultes du Québec furent assez actifs dans leur appui à la Révolution américaine pour paraître dans les rapports gouvernementaux britanniques de l'époque. Parmi ces soldats, on remarque des officiers, des hommes qui commandent des compagnies dans l'armée révolutionnaire américaine. Dans le régiment de Moses Hazen, on remarque Laurent Olivier, Philippe Hébert, Michael Gilbert, possiblement Michel Gilbert à l'origine, et Antoine Paulin. Du côté du régiment de Livingston, on remarque Augustin Loiseau, Jean-Baptiste Alain et James Robichaud. Et n'oublions pas peut-être le plus célèbre de ces officiers, Clément Gosselin. C'est le début d'un long exil pour tous ces réfugiés. Ils demeurent dans les forces armées jusqu'à la fin de la guerre de l'indépendance. Leurs femmes et leurs enfants vivent dans bien des cas dans des camps de réfugiés dans la région d'Albany, dans l'État de New York. Enfin, dans les années 1780, en guise de compensation, l'État de New York leur offre des terres sur les rives du lac Champlain, près de la frontière. Ils y sont conduits dès 1786. Malgré des circonstances on ne peut plus difficiles, une communauté franco-américaine prend racine dans la région de Chazy, au nord de la ville actuelle de Plattsburgh. Nous pourrions dire que c'est là le premier petit Canada des États-Unis. Admettons tout de même que certaines communautés dans le Midwest ont survécu à la chute de la Nouvelle-France. Ces villages conservent un caractère français et rencontreront la Nouvelle République à peu près à la même époque. On s'entendra que la colonisation des rives du lac Champlain est propice aux échanges avec la terre d'origine, échanges qui s'intensifient avec un nouveau traité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne en 1795. Le lac Champlain se vide par la rivière Richelieu. Outre les rapides de Chambly, il y a là une voie navigable qui peut porter fruit au niveau économique, surtout avec le commerce du bois. Les échanges sont aussi humains. Les expatriés à Chazy traversent la nouvelle frontière pour se marier ou pour faire baptiser leurs enfants à l'église de Chambly. Les registres paroissiaux font acte de ces traversées. Il y a resserrement des liens familiaux et culturels transfrontaliers. Ce rapport est symboliquement consacré avec le lancement d'un navire à vapeur qui assure la communication entre Saint-Jean-sur-Richelieu et la ville du lac Champlain. Au centre de la diapositive ici, nous avons une image d'une des plus vieilles maisons du comté de Clinton, une résidence bicentenaire faite en bio ayant appartenu à la famille Tremblay.
J'ai mentionné les actes paroissiaux de Chambly. En voici un exemple. Noël Bélanger, vétéran de la guerre de l'Indépendance, épouse Marie Boileau, elle-même fille d'un soldat. Les deux familles habitent près de la confluence du lac Champlain et de la rivière Chazy. Pendant plusieurs années encore, les expatriés devront revenir au Canada pour prendre part au rite de l'Église catholique. Le premier circuit missionnaire date de 1806-1807, mais les visites de prêtres autour du lac seront rares jusqu'aux années 1820. Et sans surprise, c'est au cours des années 1820, justement, qu'un nombre croissant de Canadiens français s'expatrient. Pour la première fois, il est question d'un mouvement de masse, d'un mouvement collectif qui emporte surtout de jeunes gens. Mais pourquoi? Pourquoi? La grande question. Parlons population. Il est difficile d'exagérer la rapidité à laquelle s'accroît la population du Bas-Canada entre la conquête et la Confédération. On passe de 70 000 personnes à plus d'1 million en un siècle. Ce n'est pas facile de transmettre le patrimoine matériel d'une famille lorsqu'on a 10 enfants. On ne peut pas constamment subdiviser une ferme. Donc, les jeunes gens doivent chercher un revenu en ville ou s'installer ailleurs dans la vallée du Saint-Laurent et défricher. On rencontre alors le défi de se payer une terre et, qui plus est, une terre fertile, bien irriguée, qui peut produire. À cette compétition, ajoutons la perte de revenus causée par les insectes qui s'en prennent au blé pendant plusieurs années et la maladie de la pomme de terre qui suit. Les opportunités de travailler à gage dans les villes sont très limitées et les chantiers du bois vivront à leur tour une crise profonde dans les années 1840. C'est donc dire qu'on regarde ailleurs, si seulement pour travailler comme ouvrier agricole ou comme manœuvre le temps d'une saison. Dans le sud du Bas-Canada, le regard des habitants se tourne vers les États-Unis de plus en plus fréquemment. Qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis? Bon, on le voit ici, c'est un immense marché national intégré par des routes à péage, des canaux, des chemins de fer et d'autres projets d'infrastructure. De plus en plus, on ouvre le Midwest et l'Ouest à la colonisation et au développement, et on souhaite implanter une population native et immigrante blanche sur cette terre. Ajoutons les premiers établissements industriels qui produisent à petite échelle, les tanneries, les moulins à scie et à carder, les mines, les forges et plus encore. Et de plus en plus, on a aussi besoin d'ouvriers agricoles en milieu rural, des journaliers aussi dans les activités commerciales du lac Champlain. On additionne tout ça et les avantages comparatifs sont indéniables. Mais encore, il faut des réseaux pour connecter les forces de répulsion du Bas-Canada et les forces d'attraction des États-Unis. Ces réseaux sont physiques. Bon, les transports, d'abord. Or, bientôt, on a de véritables réseaux d'information qui permettent de mieux connaître l'étranger. Et ensuite, on aura des réseaux familiaux transfrontaliers qui viennent à s'auto-perpétuer. Des années 1820 aux années 1850, il y a une occupation croissante du territoire bas-canadien par des Canadiens français. Or, cette population déborde et s'invite aux États-Unis, profitant des réseaux en place. Avant l'arrivée du chemin de fer, on suit les cours d'eau. Les jeunes hommes prennent les emplois disponibles, des emplois qui, à vrai dire, ne sont pas très différents de ce qu'ils faisaient au Canada. S'il y a un dépaysement, c'est davantage culturel qu'économique en cette première période. Généralement, l'idée, c'est d'amasser des sous pour acheter une ferme et pouvoir soutenir une épouse et des enfants. Mais cette population migrante acquiert peu à peu une permanence à cette époque, au moins à certains endroits au Vermont, dans l'État de New York et dans le centre du Maine. Et ce n'est qu'à ce moment-là que naissent des institutions franco-américaines distinctes, par exemple la paroisse catholique canadienne de Burlington. C'est assez difficile de répertorier les migrants et les migrantes avant 1850 en raison des modalités des recensements états-uniens. Il est parfois plus profitable de consulter des sources qualitatives. Heureusement, ces migrants ont laissé de leurs traces, encore une fois dans les registres paroissiaux, et ce, bien avant la guerre de Sécession. Ici, vers 1830, nous avons les Gaboriaux et les Letourneaux à Saint Albans, au Vermont. Ils reviennent au nord de la frontière pour faire baptiser des enfants. Il y a aussi les Royers, qui, compte tenu des dates de naissance, semblent avoir vécu aux États-Unis pendant quelques années d'affilée. Ces gens ne sont pas aussi exceptionnels qu'on ne pourrait les croire.
Il faut les reconnaître parce que ce sont là, eux, des gens qui jettent les bases de la franco-américanie. Ce sont des pionniers et ça débute surtout au Vermont et dans l'État de New York et non bien sûr en couronne de Boston. Je n'ai pas mentionné l'événement incontournable des années 1830 du côté canadien, l'insurrection de 1837. Les migrants économiques, pour ainsi dire, sont beaucoup plus nombreux que les réfugiés politiques. Mais il est parfois très difficile de les différencier. Pensons à la dépopulation des paroisses en couronne de Montréal en 1838-1839 en raison de la pacification par les troupes britanniques et de l'interruption du commerce. La présence de patriotes aux États-Unis, pour sa part, a encore pour effet d'étendre les horizons et la curiosité des gens restés au pays à l'égard de la République. Ici, nous avons les traces de certains des Canadiens et des Canadiennes de Burlington vers 1840. Burlington, c'est une ville, et une ville qui offre diverses occasions d'emploi, à moins de 60 km de la frontière. St. Albans, c'est encore plus près. Mais cette première vague de migrants et de migrantes, on la trouve en d'innombrables endroits beaucoup plus ruraux. Dans les municipalités autour de Middlebury, ce sont plus de 1200 Canadiens et Canadiennes. Et c'en est ainsi de l'État de New York qui compte environ 25 000 Canadiens à la veille de la guerre de sécession. C'est l'État où les Canadiens sont les plus nombreux à cette époque. Il faut donc voir au-delà de la Nouvelle-Angleterre. Et si cette présentation se penche surtout sur le nord-est, n'oublions pas qu'il y a un important mouvement vers l'Illinois et le Michigan dans les mêmes années. Et en mêmes endroits, cette population s'organise. La carte donne des endroits où les migrants établissent des institutions distinctes, qui sont propres à eux, avant la guerre de sécession. On parle ici de paroisses nationales, d'organisations politiques, d'associations fraternelles et culturelles, des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, et dans un cas, un journal francophone. Bref, on annonce déjà les institutions qui verront le jour plus à l'est et qui serviront d'ancrage au petit Canada industriel. Je crois qu'il faut d'ailleurs reconsidérer notre point de départ lorsqu'on parle de main-d'œuvre canadienne dans la filature en couronne de Boston. Il y a déjà un mouvement au cours des années 1840. On parle d'activités de recrutement, comme on le voit à droite, dès 1843. On cherche alors des mill girls pour les usines de Lowell. À la fin des années 1840, il y a un flot de gens vers Worcester, Manchester, Lowell, Troy, où justement on construit des manufactures. Mais un recrutement soutenu par les corporations devient pratique courante à la fin des années 1850. Mais avant d'insister sur l'immigration industrielle, rappelons-nous qu'il ne faut pas sous-estimer la mobilité des Canadiens français à cette époque. Ce sont des centaines de Canadiens français qui s'enrôlent dans l'armée des États-Unis pour combattre au Mexique en 1846-1847. Ici, l'article fait part de ce mouvement. Il fait part d'un steamboat qui a pris de jeunes volontaires canadiens, qui va les déplacer vers New York pour qu'ils puissent combattre ailleurs. Il est question de Pierre Fogg, de Dominique Lefebvre et d'autres Canadiens français. Et puis, le nombre est encore plus élevé chez ceux qui deviennent des 49ers et qui participent à la ruée vers l'or californienne. Ces hommes, pour la plupart, ne traversent pas le continent à pied ou en wagon tiré par des mules. Ils s'embarquent à New York pour faire le trajet par navire. Malheureusement, plusieurs regretteront leur aventure californienne. Or, force est de constater que les horizons canadiens s'étendent au-delà de Burlington, de Lowell et des chantiers du Michigan. Cela dit, c'est tout de même dans le nord-est que la majorité des expatriés s'établiront, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Voici des évaluations assez conservatrices de cette population. Le Vermont est bon premier en 1860 et sa population canadienne-française continue de croître, mais il est déclassé par tous les États sauf le Connecticut en fin de siècle. Là où l'on constate les gains les plus rapides, c'est dans le Massachusetts, où en 1900 s'entasse la moitié de tous les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre. Voilà, un demi-million de gens, alors qu'en 1901, la population du Québec ne s'élève qu'à 1,6 million d'habitants.
Quel événement majeur, cet exode, cette grande saignée. Et ça se fait grâce au réseau ferroviaire, aux opportunités économiques aux États-Unis, mais aussi aux soubresauts que vit le Québec tout au long de cette période, dont un processus de modernisation agricole. Les chiffres pour diverses villes industrielles du Nord-Est sont hallucinants. À certains endroits, plus de 20 000 Canadiens et Canadiennes. Ces villes se trouvent dans un vaste arc en couronne de Boston, en partant de Fall River, New Bedford et Woonsocket, pour se rendre jusqu'à Lewiston dans le Maine. À Woonsocket, à Bedford et à Lewiston, ces immigrants sont soit presque la moitié, soit la majorité de la population locale. Certains de ces endroits ont une économie assez diversifiée. Worcester, par exemple. Mais les centres de production textile dominent le tableau, notamment parce qu'ils emploient des femmes et des enfants. Chez les hommes, le travail dans la filature n'est pas aussi typique, mais la famille entière peut travailler, même si, très souvent, les mères quittent le marché du travail après le premier enfant, temporairement ou de manière permanente. La première génération de migrants doit très souvent vivre dans des blocs d'appartements insalubres et en mauvaises conditions que détiennent les compagnies manufacturières. Au tournant du siècle s'élèvent les fameux triple-deckers où les Franco logent plus confortablement, édifices qui deviennent un symbole architectural de la vie dans les quartiers ethniques du Nord-Est. Il sera question de ces petits Canada dans la prochaine capsule vidéo que je vous invite à visionner.